L'équipe du fisc est déjà là, les gars? C'est quoi ce bail? T'es au courant? T'es qui, toi? Réponds, t'es qui? N'avance plus! Won't you spare me over till another year? Et coupé. C'est un peu crade, mais je la garde. Très bien. Eh, du talent, un vrai talent, Hervé. Très bien, ça va. Franchement, bravo. Dégage ça. Merci pour la c'est quoi son travail, là? Je lui ai dit d'être naturel. Philippe, c'est pas compliqué, t'as été génial. Mais j'ai jamais vu des levrets pareils. Mais il m'a ému. Il t'a ému, toi? Mais elle est émue aussi. Mais oui, bien sûr. Ah, t'as été grandiose aussi. T'as été génial. Non, mais tu sais à quel point aujourd'hui, en plus, c'est compliqué de trouver des figurants comme ça pour jouer un documentaire. En plus, John Berntal, c'est affreux. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Oui. Bon, je vais te retirer les trucs, parce que maintenant ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais t'as été excellente, alors c'est toujours... par contre, en régie, vous y êtes allé super fort. Je comprends que ce soit un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il faut toujours, tu vois, voilà, être dans une espèce d'état d'esprit, toujours avec des figurants, des acteurs. Non, c'est un vrai métier, c'est compliqué, hein. C'est un monde à part, je trouve, le monde du cinéma, pas toi? Mais oui, t'es d'accord, mais bien sûr, mais tu vois, en effet, pour s'entendre, c'est génial. Alors attends, je te retire ça. Hop, paf. Oh, lâche-moi. Oh putain. Les gars, elle est toujours comme ça pendant un tournage ou c'est qu'elle aime pas le Punisher? T'aimes pas le Punisher? T'aimes pas le Punisher? Détache-moi, putain. Oui, ça va les Oscars, 30 secondes. Attends, tu me fais penser à un truc là, mais par curiosité, ils t'ont prévenu que c'était pour un tournage? Je t'en supplie, même si c'est pas vrai, dis-moi qui t'ont prévenu. Tout ça, c'est pour de faux. Évidemment. Ah. Évidemment. Oui. Évidemment que non, connard. Détache-moi maintenant. On va encore avoir des problèmes. Putain. Oui, bah calme-toi, Natacha. Allez là. Ouais, quoi Oh, là, c'est bon maintenant. Oh putain, et le rideau là. Florentin, le rideau. Oh, le faire foutre là. On a des profiteroles et des terrines du jardin si tu veux. Bon, je crois qu'elle a pas envie. John, va falloir qu'on se calme, c'est la 3e fois cette semaine quand même, ça peut plus durer. J'ai pas le temps de prévenir tout le monde.
Mais coupe-moi ça, coupe. Non, messieurs, dames. Même après des années de sport et un crâne fièrement dessiné sur le torse, il ne suffit pas de ressembler à Jon Bernthal pour faire du Jon Bernthal. Des plaines de Géorgie à la pénombre new-yorkaise, en passant par tranchées allemandes et autres orgies de plein air, s'il y a bien une chose que le cinéma continue de m'apporter, c'est cette admiration pour ce que j'appelle le parfait outsider. L'homme de l'ombre, composant avec des rôles intimistes tout en captivant la foule. Il y a 10 ans, je me lance dans une aventure où la mort me semble poétique et où les caméras de Franck Darabont me mènent sur la route d'un anti-héros, Jon Bernthal. Incontestablement pour moi, il y a le charisme. Why is it still coming? It's hard, it's long. Why is it still coming? Comique. Parce que je trouve qu'il l'a quand même. Okay, folks, if you don't see me again, it's because I'm dead. La souffrance, l'armée, le gars qui a le sens du devoir, qui a été déçu par la machine. C'est le Punisher! Le Punisher! Et je recommencerai dès que je sortirai! Mais il n'y a que lui qui sait faire ça. Et tu vois, pourtant t'es un expert et tu t'en es pas rendu compte. Quand on grandit avec une rencontre, cette passion naissante vous obsède. Elle peut provenir d'un regard, d'une attitude ou d'une prestation gravée pour toujours dans votre esprit. Et après des années à faire de Shane Walsh un héros, admettant que se faire la femme d'un pote n'est pas si... Oui, bon, ça c'est difficilement défendable. Une chose m'intrigue. L'aura d'une carrière hors du commun. Sa tristesse me parle. Son émotion envahit chacune de mes séances. À tel point que, plus encore qu'un acteur, je finis par me découvrir humainement au travers de ses rôles. Off-Broadway, off-Netflix, et via une salle obscure ne lui offrant pas encore la prestation d'une vie, une question reste alors sans réponse. Rôle minime, mais acteur grandiose, impasse du grand écran, mais réelles ambitions, comment comprendre la carrière d'un outsider? Quels sont les choix d'un comédien me rapprochant plus que jamais de son vécu, entre passion, loyauté et dévotion. Aujourd'hui, le temps d'un long métrage, je vous laisse donc comprendre pourquoi quand je serai grand, je serai Jon Bernthal. 1976. À cette époque, Rocky sillonne les rings face à Apollo Creed. Et pendant que Brian De Palma invite Carrie au bal le plus sympathique qu'elle n'ait jamais connu, Robert De Niro pose l'une des grandes questions du cinéma. Mais 1976, c'est aussi l'histoire d'un certain Jonathan Edward Bernthal, né à Washington le 20 septembre, on embrasse les Wizards. D'une famille peu portée sur le 7e art et membre d'un trio fraternel que tout oppose, il grandit à Cabin John, dans les confins du Maryland. Témoin de jeunes années délicates, lui le fauteur de troubles éjecté du lycée, son enfance est extrêmement difficile. Longtemps promis à une carrière dans le sport, ses premiers pas dans le milieu tiennent presque du miracle. Arrivé par erreur au sein d'une division théâtrale, son premier atelier consiste à parler d'un objet de valeur. Plus impliqué que jamais, il oublie le sien, optant pour un système D des plus atypiques. Alors joueur de baseball, il fait croire à son audience que son gant lui fut donné par sa mère sur son lit de mort, provoquant l'émoi des spectateurs. Bernthal révèle la supercherie, la salle s'esclaffe et bingo, son professeur lui découvre talent inné pour l'improvisation. Sur ses conseils, il s'envole pour le théâtre d'art de Moscou afin d'apprendre les ficelles du métier. Bienvenue au cœur de l'hiver éternel. You played semi-pro baseball when you were young, and you played in Russia. Yeah. I didn't know there was semi-pro ball in Russia. I have no idea what polo is like here in America, but I associate it with that. It's Right. where, you know, rich Russian mob guys can take their model girlfriends to go see some baseball on the weekends. And Do they follow the game and understand? no, not at all. They have no idea what's going on the whole time. Yeah. Ah, la Russie. Son Kremlin, son Poutine, son Bernthal, visiblement. Receveur d'une équipe professionnelle de baseball, il s'installe dans la 3e Rome pendant 2 ans, le temps d'obtenir son diplôme. Héritier de l'université de Skidmore, son envolée russe est alors pour lui moyen de représenter Alma Baker, son enseignante, à qui il doit tout dans le monde du théâtre. Milieu dans lequel il continuera d'ailleurs d'œuvrer avec le temps, comédien de plus d'une trentaine de pièces, dont quelques-unes avec sa propre compagnie, Fauvé à Floods. Et c'est justement là que déceler les prémices de son amour pour l'acting devient à mes yeux primordial. Car si je suis tant attaché à son jeu, des missions tourmentées de Frank Castle à l'amour meurtri de Shane Walsh, c'est pour la passion émanant de ses personnages. Passion qu'il puise de son propre vécu et en ce qui le concerne, vous allez voir qu'il fut complexe. Jeune américain envoyé en Russie parmi plus de 10 000 candidats à ses études, il apprend énormément de cette expérience. Promu d'une école devenant moment inoubliable de son épopée. Découvert lors d'une pièce par le directeur de l'Institut théâtral d'Harvard, rien que ça, Bernthal repart direction Boston,
terminant ses études en 2002. Après son diplôme, il déménage aussitôt à New York, poursuivant sa carrière du côté de Broadway. Confronté aux traditionnelles galères de jeunes comédiens, il s'offre plusieurs apparitions dans New York Section criminelle, FBI porté disparu ou encore Les Experts Miami, où la classe de Vincent D'Onofrio n'a d'égal qu'une coupe de cheveux qu'on qualifiera d'hésitante. What? The neighbors again? Look, we got a right to wrestle, okay? Safer than hockey. À l'orée du nouveau siècle, la transition entre théâtre et plateau de tournage est longue pour le comédien. C'est une des raisons de son succès. Avant sa révélation au grand public, il clame que ces années charnières furent parmi les plus importantes pour lui. Pour des milliers de candidats, seule une poignée parviennent à un simple statut de figurant, mettant de suite en place l'une des caractéristiques de l'acteur, cette foutue rage de vaincre. Parmi ses meilleurs souvenirs de jeunesse, il garde cette tranche de vie comme l'entraînement de son objectif: conquérir Los Angeles. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Charlie Tuna. Charlie Tuna. House of Bar. House of Bar. Break Science. Sound System. Yeah. Charlie Tuna. House of Bar. Break Science. Try to. Bienvenue dans la Cité des Anges, capitale d'un art souvent difficile à atteindre. Sur les terres de Kobe Bryant, les premiers pas de Bernthal dans le monde du cinéma se résument en deux mots: passion et persévérance. Là où aucun agent ne veut de lui, il se souvient jouer ses monologues directement dans leur bureau, sans autorisation. Il en va de même pour les auditions. Absent des listes, il doit tout tenter pour réussir, jusqu'à son premier week-end à Los Angeles. Ce qui fascine alors les producteurs, c'est sa capacité à venir chercher son dû par talent et passion. À l'exception d'un rôle minimaliste dans le World Trade Center d'Oliver Stone, c'est bien dans la comédie que Bernthal démarre. Et attention, aussi bien dans le côté playboy solitaire que dans la coupe de cheveux disons danse, nous voilà très loin de ces sujets actuels. Robin, this is Carlos. De How I Met Your Mother à son premier grand rôle dans The Class, annulé la saison suivante, le physique musclé de John devient avantage, que l'on retrouve dans de nombreuses comédies romantiques comme Tony and Tina's Wedding ou Les Mystères d'Eastwick. À presque 30 ans, et s'il peine à sortir de ce registre, certains comédiens, comme Ivan Martin ou sa voix française, Jérôme Pauwels, rêvent d'un retour à la comédie pour l'acteur. Bernthal, c'est quelqu'un qui a aussi un humour comique. Le moment, enfin, je pense que Edgar Wright, le moment dans Baby Driver où il fait ça et ça recule, je sais même pas si Edgar Wright il avait déjà prévu cette blague du va tout droit et je recule. Et je pense que quand il a eu cette idée, il s'est dit il me faut un mec comme John Bernthal qui a la gueule, cette espèce de tête de mec genre moi je suis un mec dur, mais en fait je vais trop me marrer avec lui. Je l'ai vu une fois, ah oui une autre fois, dans une série délicieuse là encore, qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt. La princesse Diana est morte comme ça, attention, je m'appelle Titus. Oui, je sais. Et vous êtes encore plus beau en chair et en os. Oula, c'est new-yorkais, du grand n'importe quoi, mais c'est vraiment... Et lui, il joue... Donc, alors, il joue pas le comique, mais il est évident, il fait la scène devient excessivement comique. Bon, d'accord, pour celui-là, je triche un peu. Prestation datant de 2018 et loin de ses débuts. Mais jouant les dandys romantiques homosexuels cachant lourds secrets, cette séquence est l'une des plus tendres que proposera Bernthal, prouvant que la comédie, symbole de son passé, coule toujours dans ses veines. Le tout parsemé de références à Daredevil. Ce genre de moment intime, entre prise de risque et autodérision, capable de réévaluer une carrière. Si sa palette dramatique n'est plus à démontrer, John ne fait donc pas uniquement du Bernthal, ayant manœuvré dans des eaux bien différentes d'aujourd'hui, celle du dandy romantique. Selon l'adage, il est plus difficile de faire rire que pleurer, raison pour laquelle, nous y reviendrons, certains cinéastes joueront d'un contraste simple, opposer son charisme et son côté bourru à de réels moments comiques. C'est l'une des choses qu'il garde de son passé. D'Andrew Lincoln à Ben Barnes, tous vendent son humour, que plusieurs artistes comme Edgar Wright capteront par la suite. Certains créateurs français en seront d'ailleurs également les victimes. Mais moi non, hein. Il doit me manquer encore un petit peu de biceps. Team Shape, vous êtes motherfucker. À mi-chemin entre passif bagarreur et maturité naissante, ces moments sont toujours discutés avec profonde nostalgie de la part du comédien. Ayant dû se battre avec une enfance compliquée, loin des caméras, son vécu forge la reconnaissance qu'il prône pour son métier. Il compare d'ailleurs sa vision du monde à celle de son ami Sean Carrigan, boxeur et comédien, avec qui il tourne notamment le court-métrage humoristique Last Words, aux côtés de Lucifer, enfin, je veux dire Jacob, enfin, bref.
Marc Pellegrino. L'énergie qu'il développe, guerrier prêt à tout pour réussir, fut fer de lance de sa psychologie. Sûr comme en dehors des plateaux, il puise dans sa douleur, ses joies et ses rencontres pour en sortir plus fort, malgré une histoire ô combien atypique. Récit d'un roi en quête d'une couronne qui ne tardera pas, via une toute petite série d'auteurs très peu connus, à pointer le bout de son nez. La pose contemplative de beau gosse. C'est vraiment que tu réfléchis? Ou tu cherches à ressembler à John Bertal? Merci. Bon écoute, bonne nouvelle, j'ai lu la première partie de ton documentaire. Ah, c'est bien, c'est déjà ça. Ouais, ses débuts, ses premiers rôles, tout ça c'est vraiment pas mal. Mais là faut que t'enchaînes mec. Pourquoi tu parlerais pas de ses premiers succès? Tiens, j'en ai un en tête. The Walking Dead, ça te dit quelque chose? La petite série d'auteurs, le truc Oui, indépendant. voilà, Oui, ça va, je commence à un petit peu connaître le sujet. Ouais. Non, mais t'as raison. Pour quelqu'un du calibre de John Berntal, il faut forcément que je revienne à ses premiers grands rôles. Et ça passe par où? La télévision. La télévision. Ah, excusez-moi, monsieur. La télévision. Gourmand, hein. En parlant de Walking Dead, t'imagines un monde avec des zombies absolument partout? Je veux dire, un truc terrible, terrible, du sang partout. Moi, j'en ai cauchemardé. Hein. Affreux, affreux, des hémoglobines, terrible. Ah là 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 là. Le message. T'as faim? Et comment? Je te suis. Je connais un petit resto, il y a un petit chauve qui fait des vidéos sur la série, dis donc. À l'instar d'un Nick Cutter traversant les portes du temps, nous sommes cette fois en 2010. Après une brève apparition dans The Pacific aux côtés d'un certain Rami Malek, la carrière de Berntal est en stand-by. Bien qu'auréolé d'un Oliver Stone et d'un Roman Polanski, accompagnant Ewan McGregor dans The Ghostwriter, il lui manque ce rôle. Participation exceptionnelle changeant l'avenir d'un acteur. Mais avant ça, laissez-moi vous conter une nouvelle histoire sur les côtes de Venice Beach, ou comment une tragédie peut changer positivement la vie d'un homme. Ami du rappeur Charlie Tuna, Berntal profite d'une soirée entre amis, jusqu'à ce qu'un homme vienne jouer les fauteurs de troubles. Habitué des castagnes et déjà sauveur de la veuve et de l'orphelin, le futur Frank Castle intervient, frappant cet inconnu jusqu'à le laisser inconscient. À moitié mort, sur le bord de la route. Embarqué par la police, il se trouve alors à un tournant. À cette époque, il est en pleine promotion de La Nuit au Musée 2, ayant déjà joué dans une dizaine de films et membre du casting récurrent d'Eastwick. Pire, une semaine plus tard arrive son audition pour une série nommée The Walking Dead. S'il se dit prêt à subir les conséquences de ses actes, cette soirée eut un impact indispensable sur le reste de son existence. À cet instant, si sa victime se réveille, il se dit prêt à devenir un meilleur mari, un meilleur père, quittant cette enveloppe casse-cou afin de vivre ses rêves et accepter cette reconnaissance d'un milieu doré. Une expérience décisive car durant une grande partie de sa vie, Berntal eut cette sensation de devoir prouver qui il était, se mettant lui-même en danger. Un an plus tard, marié sur les tournages de Walking Dead, il écrit une lettre à cet homme. I remember I ended up writing a letter. I never sent it to the guy. I wrote a letter to that guy that I knocked out. And I remember thinking and realizing that was me and not to get too trippy, but that was me that I knocked out. That was the old version of me, man. I saw shit in him. I saw behavior in him. I saw a brashness and a loudness and a disrespect in him that I'd seen in the younger version of myself. And I was done with that guy, man. I was done with that guy. And, you know, that event ended up really changing my life right there along with Walking Dead. Une nuit décisive. Témoin d'une dévotion devenant l'âme de Berntal. Courir vers ses peurs, car à ses yeux, être artiste devient chance d'une vie. Clin d'œil ou marque fraternelle, cette mentalité sera d'ailleurs retranscrite dans un interlude de l'album Instrumentality signé Charlie Tuna, où John offre l'essence de ce que devient Berntal, l'amour d'une passion. You know, you only get one go-round at this life, man. You only get one. And if you're lucky enough to know why you're here, if you're lucky enough to know what your dream is, what your purpose is, where you want to go, you got to know that that's a blessing. That's something you need to cherish. It's something that you need to treasure. And every decision you make is either for that dream or against that dream. And
And when you know what it is, you gotta fight for it, you gotta claw for it, you gotta scrape for it, and you gotta love the hustle, you gotta love the grind, you gotta love the clawing, the scraping. That's what it's about. It's about doing that because you love that. Not about getting to some fucking place or arriving on some fucking mountaintop. It's about climbing up that motherfucker because that is your purpose. And you are blessed that you are open enough to receive that fucking message, that's why you're here. Because that's the shit that makes your heart sing. That's the shit that makes your heart open. It's your dreams, yo. If you got them, fight for them, fight for them, fight for them. Après ce bref aparté musical, partons maintenant sur la voie d'un succès planétaire, mais aussi d'une loyauté sans faille pour un auteur, Frank Darabont. Oubliez Les Évadés, La Ligne Verte de Majestic, mais gardez la moitié des acteurs de The Mist et vous obtenez The Walking Dead, adaptation du chef-d'œuvre de Robert Kirkman. Premier pas d'une carrière en or sur le petit écran, bienvenue, Monsieur Bernthal, dans le premier jour du reste de votre vie. Pour faire un grand film, une grande série, une grande BD, enfin tout ça, il faut un grand méchant. Un méchant, c'est pas forcément quelqu'un de manichéen, c'est pas forcément la caricature du méchant qui veut tout écraser, tout détruire. Les plus grands méchants, très souvent, sont ceux qui sont le mieux écrits parce qu'ils ont une psychologie, ils ont une ambition, et puis parfois ils ont aussi un rapport très fort au personnage principal. Et c'est un peu ce qui se passe dans The Walking Dead, c'est-à-dire que Shane n'est pas un ennemi qui sort de nulle part, c'est le meilleur ami de Rick, c'est son coéquipier. Du coup, cette espèce d'amour qu'il transpose sur Laurie et sur Carl lorsque Rick disparaît et que tout le monde le croit mort, forcément tout ça s'écroule et là il devient du coup un ennemi, mais un ennemi qui garde quand même des côtés humains et qu'on va forcément, avec lesquels on est forcément en empathie. Alors accroche-toi et bouge pas d'un poil. Tu m'entends? Concentre-toi là-dessus. Et tout le reste, c'est moi qui m'en charge. Je fais un gars violent qui prend certaines décisions qui n'appartiennent à lui, mais qui correspondent à sa propre logique et qui sont motivés, à n'en pas douter, par une immense tristesse et des raisons qui ne seraient pas forcément les nôtres, mais qui en tout cas sont les siennes. Non, je pense que c'est pas un méchant dans Walking Dead. Antagoniste ou anti-héros, leader brutal ou survivant incompris, telles sont les grandes questions d'un show révolutionnaire. Mais pour l'heure, revenons à l'origine de sa performance. À la lecture du script, Bernthal tombe amoureux du projet, fasciné par l'écriture du duo Rick Grimes-Shane Walsh. N'ayant Dieu que pour AMC, au point d'annuler un contrat avec NCIS Los Angeles, il tente dans un premier temps l'audition pour Rick, accompagné d'une dizaine de comédiens jouant à tester leurs différentes alchimies. Finalement conservé pour Shane, coéquipier du héros, il faudra attendre quelques jours et des auditions dans le garage du père Darabont pour qu'un certain Andrew Lincoln fasse son apparition. Le ton est donné, nous voici à l'aube d'un des plus grands tandems de l'histoire du petit écran. When I figured it out, and I figured it out pretty quickly, I wanted to break your jaw. Let you choke on your teeth. Il est à la fois complémentaire de Rick et en même temps il tranche parce que il est beaucoup plus radical dès le départ. C'est-à-dire que autant Rick découvre un monde dans lequel il a encore l'espoir que l'humanité va peut-être changer, enfin va pouvoir en tout cas redevenir comme elle l'était. Shane, lui, dès le départ, comprend en fait que le monde s'est radicalisé, qu'on ne pourra très certainement pas revenir à ce qu'il était au départ. Et le personnage, du coup, est assez radical dans ses propos, dans ses actes aussi, puisque il n'hésite pas à tuer des personnages alors que Rick est encore très hésitant à le faire au départ. Autour de l'ambiance, avec la ferme, Atlanta d'abord, ensuite la ferme, tous les personnages qui gravitent autour, c'est vrai que cette dualité, cette opposition qu'il y a entre les deux, du coup rend la série assez passionnante. Il n'y a pas de secret, hein, tout le monde dit Andrew Lincoln et John Bernthal sont les piliers de la série au début, et puis jusqu'à la fin, puisque Andrew Lincoln est resté très longtemps. Donc évidemment, quand le personnage est fort et quand l'acteur sublime le rôle, c'est un bonheur absolu, quoi. Ainsi naît Shane Walsh, seul homme capable de tuer des innocents, menacer de mort son coéquipier et coucher avec sa femme, tout en passant pour un héros auprès du public. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, car il y a en Shane prémisse de ce que deviendront les rôles de Bernthal par la suite. Une complexité d'écriture remarquable. Perdu entre ombre et lumière, il incarne l'idéologie de la violence romantique. Un homme solitaire, mort d'amour, ayant tout compris à l'apocalypse bien avant le reste du groupe. En ce sens, The Walking Dead ne s'impose pas uniquement par ses frasques de rôdeurs. Via le récital de ses premières saisons, elle devient l'incarnation des penchants les plus sombres de l'être humain.
aux thématiques fortes, marquant les premiers pas de Jerome Powell avec Bernthal. Le premier épisode de la première saison, où personne bien sûr ne savait ni ce que ça allait donner, ni le succès interplanétaire que ça allait devenir. Et le directeur artistique, qui est un gars que depuis j'ai appris à connaître très bien, m'a pressenti sur Shane. Il est à 2 mètres! Il est juste là, c'est le rôdeur qui a tué Amy! Allez, descends ce fils de pute! Descends-le! Au début, c'était... Comment dire? C'était juste un mec un peu énervé, un mec un peu juste viril, costaud, sans véritablement de sous-texte tout de suite, sans d'arrière-plan émotionnel. Donc je suis parti bille en tête avec la plus grosse voix que je pouvais avoir. Après, quand au fur et à mesure de la série, il est devenu plus subtil avec l'histoire de son personnage, toutes les nuances et les subtilités du personnage, elles sont apparues comme ça. Et comme on avait jeté des bonnes bases ensemble, c'est venu assez naturellement et c'est devenu à ce moment-là très intéressant en fait. Tu sais quoi, Ducon? La prochaine fois que j'aurai besoin d'une durite, eh ben, je viendrai te trouver, mec. Volontaire, dynamique, une vraie intention, une vraie impulsion, une vraie présence un peu animale à l'image et en même temps dans l'histoire. Des rapports avec le héros qui étaient vachement intéressants. Et comme on a fait tout ça ensemble, comme on a doublé la totalité de nos scènes ensemble avec les protagonistes dans le studio, il y a de vrais échanges qui sont passés, il y a des vraies belles scènes de jeu qui sont passées. C'est un excellent souvenir qui commence à dater maintenant, mais ça reste un excellent souvenir. Un regard livide, une folie environnante, une grange incontrôlable. Moment unique gravitant autour d'un nom. Shane. D'un jeu extrêmement subtil, se dévoile peu à peu l'une de ses marques de fabrique, le sens du drame. Très vite, les scénaristes dressent le portrait d'un homme brisé, conscient de l'horreur d'un monde dépassant toute valeur humaine. Il fascine l'audience par un arc narratif oscillant toujours entre bonté, notamment envers Carl ou Laurie, et transition beaucoup plus froide, que l'on remarque avec Otis, Dale ou Rick. Choix peu orthodoxe, mais souvent compréhensible, il est paradoxalement la réelle victime d'un univers qu'il comprend pourtant mieux que quiconque. À sa disparition, il grave sa personnalité en plein cœur de son frère d'armes. Tuer son partenaire transforme définitivement le shérif, tout comme sa vision des choses. Dès lors, il changera radicalement de leadership, jusqu'à devenir, parfois, ce qu'était Shane. Damn you for making me do this shit! This was you, not me! You did this to us! This was you, not me! Not me! Not me! À partir de là, Rick pète les plombs, il arrache la gorge d'un des pillards. Après, il y a l'histoire des cannibales au terminus. Le Rick des débuts aurait peut-être essayé de négocier, aurait peut-être été apeuré, mais il aurait tout fait en tout cas pour essayer de garder un semblant d'être humain. Quand il arrive à Alexandria avec son groupe, il n'est pas dans l'état d'esprit, bon, allez, on va se réhumaniser. Il est plutôt dans le calcul. À un moment, il dit clairement, bon, s'ils vont pas dans la direction que nous, on a choisi d'aller, bah, on va prendre la ville et puis on va leur apprendre que c'est comme ça que ça marche maintenant. We have to live in the real world. We have to control who lives here. Shane, non seulement il installe une personnalité, il installe quelque chose, mais il montre une voie à Rick. Et finalement, bah, à partir de la saison 3, mais surtout à partir de la saison 4, c'est la voie que va suivre Rick. Donc Rick devient Shane. Même la question que vous pourrez se poser, c'est est-ce que le vrai héros de la série, finalement, est-ce que ça serait pas Shane par extrapolation, quoi. Has to be me. Yeah, that's right. Asshole in the church with the red machete. That is what I'm talking about. That's the shit that I need from you. That I always knew you had in you. I knew you had it in you. Reckon it is time. C'est ici que l'acteur se distingue aux yeux du public. Face à une telle puissance émotionnelle, le pari est risqué. Habitué des rôles comiques, il doit jouer l'amant brisé, le tout dans un groupe ne partageant pas
ses directives. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il laisse trace indélébile. Gueule cassée terriblement attachante, il refaçonne cette violence poétique au cœur d'une mise en scène forte, où des actes inexcusables s'opposent toujours à de réels moments humains. Protecteur, soutien de nombreux protagonistes et d'un amour sincère et paternel, il n'est qu'un homme souhaitant voir vivre ses proches, ceux-là même qui le conduiront finalement à sa chute. L'exemple le plus probant restera Laurie, où quand celui-ci souhaitait l'exil, c'est bien la compagne de Rick qui le suppliera de rester. Dès lors, de nombreuses séquences dévoileront l'image d'un homme mort de l'intérieur, témoin d'une affection plus que jamais éternelle entre moi et son rôle. Lors de l'épisode À 18 miles au moins, le réalisateur Ernest Dickerson accentue cette analyse. Sans un mot, et à 2 reprises dans cet opus, son regard assomme le spectateur. Comme si tout l'amour que je portais pour cet acteur commençait ici, me retrouvant dans cette souffrance et amenant passion pour les anti-héros. Symboliquement, voir un rôdeur seul face à lui caractérise même le destin du personnage. Vivre et mourir seul. La presse et les spectateurs saluent sa prestation. Bernthal met tout le monde d'accord. D'autant plus quand, comme nous le rappelle l'humoriste Cyril Etes, Shane n'était que très peu étudié dans les comics. À l'époque où j'ai vu la 2e saison, moi je suivais pas encore les comics. Après je me suis intéressé aux comics et c'est vrai qu'en lisant les comics, je me suis dit mais merde, Shane, on le voit au début, finalement, il fait 3-4 apparitions, Carl s'en débarrasse, et puis après, les personnages vont à la ferme. Et là, ce qui était intéressant, c'est que dans la série, justement, il reste tout au long de la ferme, donc il y a une remise en scène, une relecture, une réexploitation du personnage, et du coup, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans la surprise, et ça rend l'opposition entre la participation de Shane dans cette partie-là, elle est d'autant plus savoureuse et intéressante. Beaucoup de gens disent oui, le comic c'est quand même meilleur que la série. Moi je trouve qu'en tout cas, sur les 3 premières saisons, je trouve que la série a vraiment tiré son épingle du jeu parce qu'elle a réussi à rendre passionnant des personnages qui n'était plus là du coup dans la bande dessinée. Le personnage de Shane du coup est devenu imprévisible, on le déteste ou on l'aime, mais en tout cas il fait partie intégrante de cette histoire-là à ce moment-là. Et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, même si on devine bien l'issue finale inéluctable qu'il va y avoir entre lui et Rick. Je ne sais pas si un bon acteur est primordial lorsqu'un personnage est bien écrit. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est incontestablement une valeur ajoutée. Par l'amplitude de son jeu d'acteur, il arrive à donner une couleur, une tessiture qui passe par plusieurs moments, plusieurs évolutions sur le personnage de Shane. Et en ça, c'est pas donné à tous les acteurs. Il est assez flippant. Là, on se dit, on est quand même face à un acteur. En plus, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, même si c'est pas un colosse, mais il est quand même assez carré. Hein, donc il a une stature, il a une carrure, il est quand même beaucoup plus impressionnant, toute proportion gardée, que Andrew Lincoln. Moi, il y a des moments où il me fait penser à De Niro avec ce regard comme ça. Des fois, quand il regarde Rick qui lui parle, il y a ce côté un peu « you fuck my wife », quoi. Alors théoriquement, c'est plutôt Rick qui devrait lui dire ça, mais le personnage peut faire penser justement à des gens comme De Niro ou des gens qui ont une palette comme ça très très large. Mais au-delà des caméras, The Walking Dead nous apprend également sur l'homme, ou ce que j'appelle la loyauté, selon Jon Bernthal. Encore aujourd'hui, il affirme que cette expérience fut l'une des plus importantes de sa carrière, créant un lien fusionnel avec nombreux membres de l'équipe. Bien que reconnaissant d'avoir été tué, s'offrant alors nouvelle directive artistique, il n'oublie pas une aventure qu'il qualifie de trésor. Dévouement inné pour ceux ayant croisé sa route, se rendant par exemple sur les productions de Walking Dead au moindre passage en Géorgie. Cette cohésion de groupe fut donc point de départ d'une idée à garder en tête. Sa loyauté envers des cinéastes, des comédiens et des proches de talent. Comme un symbole, il devient mémoire de la série, plus que jamais reconnaissant de son aventure et de sa nouvelle famille. Un homme qui, pour l'info impromptue du jour, reste convaincu qu'il ne se serait jamais couché devant Negan. Vision nettement moins partagée par Cyril Etes. Attention, voilà vos 3 minutes théorie. Alors ça, c'est la question qui revient très souvent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantasme comme ça chez les fans, mais que je comprends tout à fait, parce que moi-même, je peux me prêter à ce jeu-là. C'est lequel est le plus fort entre les deux. C'est un peu l'éternelle question. Si Sangoku rencontrait Superman, lequel gagnerait? You still want to try something? Not today, not tomorrow. Not today, not tomorrow. I will cut pieces off hell's his name? Si Shane était face à Negan, concrètement la question c'est quoi? Est-ce que Shane se serait rebellé face à Negan? Est-ce qu'il l'aurait affronté? Tout aussi compréhensif du monde qui l'entoure est-il dès le départ? Il se serait retrouvé face à Negan. Enfin, je veux dire, tu te retrouves avec ton groupe de 10 potes, même si tu es déterminé,
Tu te retrouves face à un mec qui est armé d'une batte de baseball barbelée, tu es encerclé par une cinquantaine de mecs qui te tiennent en joue en pleine nuit, techniquement, que faire quoi. Il aurait été comme les autres, c'est-à-dire qu'il aurait été à genoux et il aurait attendu l'Amstramgram. S'il s'était rebellé comme il aurait très bien pu le faire parce que c'était assez dans la veine du personnage, il aurait été maîtrisé par une demi-douzaine de sauveurs et puis Negan aurait choisi Glenn ou un autre comme il l'a fait finalement avec Daryl. Mais ça n'aurait, je pense, pas eu une grande incidence sur la suite de la série. En revanche, je pense que si Shane avait été à la place de Rick dans tout le cheminement de la guerre contre les sauveurs, je pense que les choix auraient été globalement, je pense d'une manière à peu près similaire les mêmes. Il n'y a que sur le final où je peux me poser la question. Je me dis que sur le final, je pense que Shane n'aurait pas épargné Negan. Shane face à Negan. Fantasme d'un duel au sommet. Malheureusement, nous n'aurons jamais réponse à cette question. Mais quitte à parler duel, lutter contre le Los Angeles mafieux des années 50, c'est pas mal non plus. C'est fou ce que le temps passe. Mob City, premier rôle principal à la télévision. Retrouvant Frank Darabont un an après The Walking Dead, il incarne le détective Joe Teague, policier travaillant dans un Los Angeles jazz et flashy, tout juste revenu d'une seconde guerre mondiale, continuant de le hanter. Après plus d'un mois de négociations dû à un planning chargé, Bernthal est le premier nom que s'offre la chaîne TNT. Après quoi, c'est au tour des déserteurs d'Atlanta, Jeffrey Demoon et Andrew Rosenberg, de se joindre au projet. Débarquent également Milo Ventimiglia, Alexa Davalos, Edward Burns, Theodore Bagwell, Simon Pegg et même Mike Haggerty, le seul et unique Monsieur Trigger de Friends. Et c'est là que je me pose question en or. Avec un script et un casting pareil, comment cette série put-elle être un échec ? Incompréhensible. Annulé après une saison, Mob City reste une énigme. Jon Bernthal porte enfin une série sur ses épaules, privilégiant une loyauté sans faille pour Darabont, et tout s'arrête en 6 épisodes. 6 épisodes, comme un reflet de son paradoxe. Rôle taillé sur mesure pour le bonhomme, mais peut-être déjà registre dont il peine à s'extirper. Le plus drôle, c'est que l'on retrouve nombreuses similitudes entre Joe Teague et l'homme qu'il incarnera plus tard, Frank Castle. Tous deux vétérans de guerre, ils doivent chaque jour vivre avec une douleur insatiable et le trauma émanant de cette période. Au détour de ce L.A. noir, rarement étudié à la télévision, Mob City devient presque antichambre de ce que l'acteur donnera avec le Punisher. Drame intense, psychologique et dont la loi passe par la violence. Sans pour autant bousculer l'audimat, il confirme son statut dans le monde de la télévision, gardant prestance animale n'appartenant qu'à lui. Strict, torturé, amoureux transi, revivant ses souffrances. Nous sommes bien dans le style Jon Bernthal. Attention de ne pas, dès lors, s'enfermer dans une bestialité certes somptueuse, mais pouvant le cataloguer pour le restant de ses jours. J'ai un peu le sentiment, mais ça c'est pas les acteurs, c'est la réaction du public, de certains professionnels qui est un peu étrange à ce niveau-là. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais quelque chose, dans le domaine du cinéma, de la comédie, du spectacle, quand tu fais quelque chose, tu es spécialisé dans un genre, et ben tu vas rester dans ce genre. Et c'est très frustrant parce que du coup, toi tu as peut-être envie de faire plein de choses, mais le métier, les décideurs, les professionnels, les réalisateurs, tout ça, ne vont pas aller. Il y a quelques acteurs quand même qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais parce que peut-être qu'ils avaient acquis une telle force, une telle notoriété. Tu vois, des gens comme Nicholson qui ont pu faire plein de choses. Et encore, Jack Nicholson, dans la plupart de ses films, il fait du Jack Nicholson. C'est souvent les mêmes expressions, il y a toujours ce même jeu, mais il a été capable de faire plein de choses. Est-ce qu'il n'est pas prisonnier de ça aujourd'hui parce qu'on l'a vu dans The Walking Dead, parce qu'il a fait The Punisher, un côté un peu très marqué par la violence? Bah oui, moi je pense que inconsciemment on le cantonne un peu à ça, et c'est quelque chose d'hyper frustrant. On n'a pas les couilles de le choisir pour interpréter tel ou tel rôle parce qu'il est un peu estampillé ex-star de Walking Dead, donc forcément des trucs avec des zombies ou avec une ultra-violence, toute relative soit-elle, donc peut-être qu'on se prive de lui, et c'est dommage de se priver justement de grands et bons acteurs parce qu'on n'a pas les couilles de leur donner un rôle qu'on n'imaginerait pas qu'ils vont sublimer.
sublimer un rôle, propre d'une série dont l'annulation restera énigmatique, mais qui, pourtant, demeure indispensable pour comprendre l'homme derrière l'acteur. À travers ce projet, il raconte sa fascination pour le talent narratif de Franck Darabont. Le constat est clair, dans une carrière complexe, s'entourer d'artistes partageant sa dévotion devient souhait d'un homme composant alors comme icône de l'ombre. Mais icône fidèle à ses auteurs, ce que l'on devinera d'autant plus sur grand écran. Seul compte la richesse de ses personnages, en particulier quand, en 2017, on lui propose celui d'une vie. Tout de suite, on accroche à ce personnage. C'est des scènes qui te marquent, où il s'agit de t'employer vraiment. Faut pas faire semblant parce que sinon ça va se voir. Ça, c'est ta cervelle sur le mur! Boum! Et c'est fini! C'est des conneries! T'as risqué ta vie alors que j'essaie de te sauver? C'est pas la peine de chialer! Son regard, tout de suite, c'est ce qui a joué pour moi, où je me suis dit, il est parfait dans le rôle. Ça fait partie des bons gros moments bien violents, bien chargés, bien désespérés. Ma vie avec Jon Bernthal. Tous les acteurs ou toutes les actrices peuvent faire n'importe quel rôle à partir du moment où ils le travaillent. Mais c'est vrai que tu te dis à un moment donné, la manière, le physique, le regard, l'âme, l'attitude, fait qu'un acteur ou une actrice va plus coller par rapport à un personnage, surtout un personnage de comics qui existe déjà, où on va dire les lecteurs, les spectateurs se le représentent déjà un petit peu. Il n'est pas rare pour un acteur qu'une prestation reste gravée comme le moment de son existence. Incarnation si impressionnante que si elle n'occulte pas forcément les autres, elle franchit cap légendaire. Et si The Walking Dead avait déjà placé le bonhomme sur orbite, Frank Castle n'est pas uniquement un rôle. C'est une rencontre. Fort d'une première saison ovationnée par la critique, Daredevil revient pour un deuxième acte sanglant, ponctué par la présence d'un célèbre anti-héros, le Punisher. Et croyez-le ou non, mais le projet n'emballe pas un certain Jon Bernthal, tout du moins au départ. Ne se voyant pas œuvrer dans une franchise super-héroïque, il ne signe avec Netflix qu'après visionnage des performances de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Comme toujours, il aime cette idée que l'on puisse laisser à un acteur l'occasion de s'exprimer. Voir Cox en Daredevil le fascine, tout comme les gammes magistrales du caïd. Sortant de quelques années cinématographiques, passant de Denis Villeneuve à Gavin O'Connor, le 18 mars 2016 marque le retour du roi à la télévision. Sa première apparition, c'est dans Daredevil, où là, vraiment, il arrive avec tout le poids du monde. Je pense qu'il ne savait pas encore à cette époque-là qu'ils allaient faire un spin-off avec lui, qui allait devenir le Punisher. Et il arrive avec toute la misère du monde sur les épaules. Peu de texte, vraiment pas grand-chose, mais une immense intensité. Et on disait, au bout du 3-4e épisode où il figurait, que c'était une grande fleur coupée. Et donc dans les studios, quand je revenais, ah, tu viens refaire ta grande fleur coupée. Et c'est bon. Mais je trouve que c'est assez ça. Une fleur coupée. Fleur qui apprend d'ailleurs son rôle le long d'une toile d'araignée, figure poétique qu'il va peut-être falloir décrire. Intrigué par la noirceur du show, c'est au beau milieu de l'Irlande, sur les côtes atlantiques, qu'il tourne le long métrage Pilgrimage, avec un certain Tom Holland. Jouant le rôle d'un muet, il se lie rapidement d'amitié avec l'acteur, travaillant en parallèle pour un autre héros nommé Spider-Man. C'est ainsi que, pour travailler Castle, Bernthal s'entraîne avec Holland, au point que la cassette de son audition comprenne plusieurs séquences avec Spider-Man en personne. Une rencontre révélatrice. À son instar, Holland fait passer sa famille avant tout, à la fois ami fidèle mais également bosseur de la même trempe que Bernthal. C'est ici que, de retour à New York, le travail de fond commence. Des magasins de comics à de longs moments seuls, méditant son rôle, incarner le Punisher est une bénédiction, mais aussi une responsabilité. Réfléchir à la douleur de son personnage et rentrer dans l'imaginaire de celui-ci. Non pas pour lui, mais pour ceux à qui le Punisher appartient, les fans du comics. I went to a comic book store in Ventura, and there's a guy, he's smoking a cigarette. There's no one in the store. He was sitting outside,
And he's like, can I help you? And he didn't even look up. And I said, yeah, man, I'm just looking for some Punisher comics, you know. And he's like, yeah, we don't have much since the announcement. And then he looked up and he said, whoa, it's you. And he was so cool and he was so helpful. And he said, you need to read this, this, and this. And he gave it to me for free. And it was just so cool. But then I went to New York. I go into a comic book store in Brooklyn, and I go in, and I get a whole stack, and I go up to buy them, and he looks at me and goes, yeah, I know who you are. I go, okay, cool, man. I just want to buy these comics. He goes, no, you don't. You're not taking this, you're not taking this, you're not taking this. You need to read this, 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 and this. And I was like, okay, dude. And he's like, do not mess this up. I'm like, got it. Le ton est donné, l'animal est clairement attendu au tournant. Créé en 1974, le Punisher est une institution pour les lecteurs, dont le travail psychologique s'affine selon les histoires. C'est via cette profondeur, inspirée par les travaux de John Romita Sr. ou Garth Ennis, que Netflix et Jon Bernthal innovent. Les comics sont secs aujourd'hui, tout le monde le sait, traitent de sujets parfois très durs, contrairement à ce qu'on pensait il y a 20 ans où on pensait que c'était des mecs en collant qui allaient affronter le grand méchant de service. C'est ça que j'aime bien justement dans ces comics plus années 80-90, d'où Frank Castle a débarqué, où tu sens qu'on essaye d'apporter quelque chose de plus intéressant. Je trouve que justement, par rapport à tous les acteurs qui ont interprété le personnage et par rapport à la manière dont les dessinateurs, enfin des nombreux dessinateurs qui sont attaqués au Punisher, je trouve qu'à chaque fois, ils lui ont toujours donné un visage de salaud. Même si après, t'as beaucoup d'auteurs qui se sont attaqués au personnage et qui ont essayé de démontrer ça en essayant de dire c'est pas juste un personnage monolithique, un ancien soldat du Vietnam. Dans les années 80, on arrivait à cette époque anti-héros qui commençait à plaire à un nouveau public, où la violence commençait à revenir en avant, avec des personnages comme Wolverine, Venom, le Ghost Rider, Daredevil également. Et je trouve que Jon Bernthal, justement, encore une fois, tu vois que c'est quelqu'un il n'est pas monolithique. Tu sens que c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs expériences et il a réussi à le donner au personnage de Frank Castle. I'll read to you tomorrow night. I'll read to you tomorrow night, I promise. Yeah. Never think that there was not going to be any tomorrow. Et je trouve que c'est ça qui a permis de faire que le Punisher, c'était un être humain à part entière. Et au moment où on découvre le Frank Castle post-mort, enfin après que sa famille se soit fait tuer, on voit un homme brisé, détruit, atteint à la limite de la dépression. Encore une fois, c'est un thème qui est souvent développé dans les comics. Et donc pareil, sans forcément le traiter, tu vois que les showrunners et Netflix essaient quand même d'apporter ça dans la série. Au fil de ses lectures, il devient amoureux du personnage, captant ce qu'il représente pour les fans. Effrayé par la noirceur à laquelle le Punisher doit faire face, on pourrait presque voir en Castle les anciennes frasques du comédien. Tous deux firent face à leurs erreurs et au traumatisme d'une vie passée. Aujourd'hui, ce sont ces expériences, mêlées à l'importance familiale, qui guident les deux hommes. Sentiment que partage sa voix française, Jérôme Powell. L'extrême douleur d'avoir perdu un être cher, la profonde tristesse et le sentiment d'injustice avec lequel on n'arrive pas à vivre, de se dire qu'on a perdu injustement un être cher pour X ou Y raison, c'est des abîmes de l'âme, tu vois, c'est des gros trous dans le cœur que pour certains aspects je peux partager avec lui. Ouais. L'abîme de l'âme, ou les limites, peut-être, d'une profession. Endosser une cape aussi sombre questionne forcément la place du comédien, dont l'empathie peut rapidement devenir deuxième peau. Aussi bien physiquement que sur un plan émotionnel, Bernthal n'est pas dans la demi-mesure. En dehors des plateaux, il reste dans le personnage, souhaitant comprendre ses doutes et sa profondeur. Isolement, pensée néfaste, recueillement sur le pont de Brooklyn, il ne joue pas Frank Castle, mais le devient. You serve? No, 3rd Marine Division. Fighting 3rd. Goddamn right. You? Yeah, Iraq, Afghanistan. Welcome home. D'un point de vue plus analytique, il est d'ailleurs évident de considérer Daredevil et The Punisher comme bien plus dramatiques que les métrages Marvel. Entre histoire de vengeance et trauma post-guerre, l'heure n'est pas à la grandiloquence, mais à l'intime. Nous sommes loin, très loin, de ces adaptations précédentes et des codes du super-héros. Les autres acteurs qui avaient interprété le personnage, je pense que malheureusement ils ont été bridés par rapport à un scénario ultra inintéressant, on va pas se le cacher. Et donc on leur a demandé, t'es juste le mec badass. Je pense que c'est la seule direction qu'on a donnée aux 3 acteurs. No, not vengeance. Punishment. Là où Jon Bernthal il est arrivé et tu sens qu'il a essayé d'apporter justement un fond au personnage. Et c'est ça qui fait qu'on aime. Bizarrement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au public,
tu leur demandes pourquoi est-ce que ce personnage, dans cette adaptation de comics ou de livre, tu vas plus l'apprécier qu'un autre. Parce que d'un seul coup, l'acteur, il a su apporter un fond au personnage. T'as pas juste l'impression de voir un personnage monolithique, t'as l'impression de voir vraiment un être humain. Non, en fait, faut pas que tu m'atteignes, moi je suis super loin, laisse-moi tranquille, alors qu'il hurle à la face du monde, au secours, je souffre, ma famille est morte. Alors que dans les comics, ce qui est dur parce que c'est du papier, mais je trouve qu'il y a quand même des auteurs qui arrivent à représenter le regard à la perfection. Encore une fois, tu vois juste un mec qui a envie de tuer tout le monde, et tu ne trouves pas, tu ne sens pas la tristesse derrière. Je trouve que c'est difficile, à part John Romita Senior, je trouve que très peu d'auteurs ont été capables de lui donner un regard humain. Avant même que Netflix ne songe à un spin-off, les critiques saluent sa performance. L'auteur et co-créateur du Punisher, Gerry Conway, en fait même sa représentation préférée à l'écran. Jon Bernthal donne au Punisher cette notion sombre et pathétique derrière toute la dureté de son personnage. Et j'aime vraiment ça. Entre Daredevil et The Punisher, Bernthal fédère donc par une palette hallucinante. Là-dessus, je me suis demandé ce qu'un rôle d'une telle envergure pouvait apporter à son alter ego de l'Hexagone. Et marque d'un rendez-vous réussi, l'expérience fut une claque pour Powell. Jouer une intention jusqu'à son paroxysme et à son extrême limite, c'est fatigant, c'est engageant et tout ça, mais c'est ça qu'on veut tous. Quand il y a un énorme pétage de plomb, un énorme lâchage de sentiments, de pleurs, de cris, de larmes et tout ça, il y a tout ce que t'es toi qui sort. Tu vois, il y a tout ton être qui remplit l'espace à un moment donné, c'est excessivement libérateur. Les ordures que j'ai flinguées, les putains de cloportes que j'ai écrasées, je les ai pas tuées parce que je suis taré, mais parce que j'aime ça. J'ai pris mon pied et je me retrouve assis dans ce tribunal parce que ça me démange de recommencer. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez m'envoyer dans un asile et qu'un putain de docteur va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire? On m'arrêtera pas. Là encore, sur les plateaux de tournage, c'est très rare qu'on te demande d'aller pousser tes intentions jusqu'à l'extrême limite. Donc ça t'enrichit, en tant qu'homme, ça t'enrichit, en tant que personne, ça t'enrichit, en tant que comédien, ça t'enrichit d'avoir été visiter cette zone de la rage, cette zone de la colère, cet endroit de ta personnalité où c'est toujours toi, mais où il y a plus de limites, tu vois, toutes les coutures, elles ont pété. Ça fait de toi, c'est ce que disait mon professeur de comédie, ça, visiter ces sentiments-là, les pousser jusqu'à ces limites qui sont inacceptables ailleurs que sur un plateau, ça fait de toi un meilleur être humain. Je pars d'un constat d'une grande simplicité, à savoir que lorsqu'on double quelqu'un en français, on se met à deux. Donc il y a le mec qui a l'image, donc qui a généré l'impulsion, le jeu, etc. Et il y a quelqu'un d'autre qui se met derrière, qui se loge avec art dans ses chaussons pour y glisser un soupçon aussi de sa personnalité. Mais il faut d'abord qu'il soit à son service, d'abord au service de l'image, et à certains moments, il peut y loger quelques accents de sa propre personnalité. Ainsi donc, les gars sont deux pour fournir une image et un son. Et bah, c'est plus riche. Oh, ma biche, ouais. Dis-moi que ma bite est énorme comme celle de Stifler. Stifler, accroche, putain! C'est encore mieux que le réseau, vieux, et ça coûte que dalle! Allez, continuez! Quand la voix est en phase et que le jeu du comédien qui fait la voix est naturellement en phase avec l'image, ce que le type incarne à l'écran, et qu'en plus, à certains moments choisis et précis, il vient y ajouter de sa propre personnalité, pour nous, Français, quand on regarde ça, on est charmé. La magie de Bruce Willis et de Patrick Poivet, qui existait avant aussi avec Tony Curtis et Michel Roux, voilà, ils se sont mis à deux pour réussir un personnage. Point à la ligne. Et c'est parfait. Et pour nous, Français, ça nous charme. Merde! Merde! Putain! Merde! 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 Qu'est-ce que t'es con, c'est pas humain, ça! Dégueulasse! Non! C'est pas ta faute. Revenons à New York. Quand on le découvre à Hell's Kitchen, Frank Castle est en mission. Il n'est pas encore le Punisher, mais un homme luttant contre sa souffrance. Cette rage amène l'art d'une poésie, détresse émotionnelle que la mort semble atténuer. Il n'y a ni quête d'un monde meilleur, ni volonté de le sauver. C'est pourquoi inclure son histoire à Daredevil fait sens. Deux hommes meurtris, pas si différents l'un de l'autre, que leur vision du monde oppose. Le Castle de cette série sera d'ailleurs loin de celui abordé dans le spin-off. Là où The Punisher questionne les névroses de l'Amérique, Daredevil met l'accent sur la part d'ombre de ses personnages. Anti-héros devenant deux parts d'un combat qui, sans être les mêmes,
les rapproche. I think you're a man who can't finish the job. I think that you're a coward. You know the one thing that you just can't see? You know you're one bad day away from being me. Quand on observe leur dichotomie, j'y vois ombre et lumière d'un seul homme. L'avocat représente la part de bonté, d'espoir sommeillant en Castle, celle-là même qu'il dissimule. Il lutte contre sa violence par la rédemption, la responsabilité et l'honneur. Le Punisher, lui, devient part d'ombre de son homologue, le rapprochant chaque jour un peu plus du meurtre. Ils sont deux faces d'une même entité. Ce n'est pas un hasard si, pour Bernthal, quelques-unes des écritures les plus marquantes de son personnage seront donc issues de Daredevil. Avec une toile de fond misant sur l'origine du Punisher, préparant ainsi son spin-off, cette dualité sollicite le spectateur sur un rapport étroit à la violence. Peut-on le pardonner? Peut-on se voir en l'un ou l'autre des protagonistes? Scène d'action dantesque, corps mis à contribution, monologue effroyable, il considère cette proposition comme un cadeau, prenant très au sérieux ses thématiques et gagnant le respect des fans autant que celui de l'Homme Rouge. Ses partenaires sont sous le charme, ce deuxième acte fait sensation, pas étonnant de voir que l'engouement du public lui offrira donc sa propre série, le 17 novembre 2017. The Punisher, ou l'avènement d'un roi. Aux origines de l'annonce, plusieurs journalistes craignent le spin-off de trop, doutant de la pertinence du projet. Mais là où justice et souffrance collent à Daredevil, Netflix va encore plus loin. Trauma américain en approche, White Buffalo à la guitare, et dévotion sans équivalent d'un anti-héros ovationné. When you look at the ugly, mangled face, you remember what you did. You remember, Bill. You're gonna remember me. Fort d'une entrée en matière réussie, je demande à la barre Garth Ennis, auteur dont The Punisher s'inspire grandement. À l'instar de ses textes, elle dévoile un être humain, ne naviguant plus uniquement autour de sa propre vengeance, mais venant en aide aux personnes en danger. Elle innove également par une thématique forte, l'après-guerre des vétérans de l'armée américaine. Il est intéressant de voir que les conditions de sortie sur Netflix sont d'ailleurs difficiles. Oui, le contexte en dit long, non seulement sur l'acteur, mais aussi sur l'homme, et sa vision des problèmes américains, parfois étroitement lié au show. Le 1er octobre 2017, Las Vegas se retrouve victime d'une fusillade pendant un concert. 59 personnes, y compris le tueur, y trouvent la mort, pour 527 blessés. Un mois plus tard, le 5 novembre, du côté de Sutherland Springs, c'est une nouvelle tuerie qui éclate dans une église. Le décompte est terrible. 26 morts et plus de 20 blessés. Si ces actes font directement écho au Punisher, c'est qu'ils interviennent au moment de sa promotion. Netflix préfère donc annuler celle-ci afin de respecter les victimes des fusillades. Décision entièrement approuvée par Bernthal. Oui, chaque rôle endossé par le comédien devient à ses yeux responsabilité. D'autant plus quand il y voit série capable de faire réfléchir le spectateur sur de nombreux thèmes. De White Buffalo l'accompagnant de sa voix chaude et mélancolique, pas étonnant de voir, alors, que l'une des scènes les plus marquantes du Punisher sera justement liée à l'enfer des marines. Country, I was a soldier for you. Did what you asked me to, it was wrong and you knew. Home of the brave and the free, the red, white, and blue. Well, I wish it was true. Depuis toujours, John soutient la cause des vétérans et des marines. S'il est attaché à Frank Castle, c'est qu'il lui permet de retranscrire ce respect, lui aussi capitaine déchu de l'armée américaine. Son premier opus est une ode aux douleurs des victimes de guerre, sujet lui tenant particulièrement à cœur. Pour lui, le showrunner Steve Lightfoot porte un regard sincère sur le trauma d'hommes torturés, y ajoutant émotions fraternelles fortes, notamment via Ben Barnes. Difficile, dès lors, de ne pas voir en ces mots l'exact intitulé du Punisher. Certes, elle peut être perçue comme des fouloirs sanglants, avec option pétage de tronche, mais au-delà des apparences, elle interpelle. Elle nous plonge dans les démons de l'Amérique, par le regard de Castle. Nous devenons alors sa conscience, tout comme celle de militaires tentant de vivre après un événement tragique. Militaires désabusés, incompris, parjure d'une société qu'ils défendirent pourtant au péril de leur existence. Ce sont ces mots qui fascinent le spectateur autant que le comédien lui-même, vivant pour transmettre ce respect pour les marines, pour lesquels il est parfois plus dur de se réinsérer que de subir la guerre. C'est ici, auréolé d'une nouvelle couronne, que Bernthal en devient magistral. La violence est innée,
Mais dans son regard, plus encore que pour Shane Walsh ou Joe Teague, il prouve au spectateur une fragilité formidable. Fragilité n'ayant rien d'un hasard. Dans son deuxième acte, la tendresse de Castle pour le personnage d'Amy, entre fille spirituelle et protection d'un père, offre une nouvelle facette à son anti-héros. Loin des armes et de la haine, ce duo questionnera enjeux plus humains, plus familiaux, permettant à son icône de se rapprocher encore un peu plus du comédien. Amplifier son jeu par l'importance du prisme paternel et tout l'amour qui en découle. Le Punisher n'est donc plus uniquement tueur au sang-froid, mais homme laissant, même sans le moindre mot, la part belle à ses émotions. Sometimes you find things and they change your life. The Punisher, une rencontre, peut-être la rencontre, preuve d'une passion qui ne cessera de me hanter. Aujourd'hui, tout le monde souhaite un retour triomphal du personnage, que ce soit sur petit ou grand écran. De mon côté, durant toute mon enfance, j'ai grandi avec des personnages fictifs, me donnant ce que le monde réel ne pouvait m'apporter. Apprentissage qu'un homme viendra soutenir, Jon Bernthal. D'un sentiment viscéral de voir en lui autre chose qu'un second rôle, me retrouvant dans sa vision des autres et l'amour de son métier, ses futures réussites confirmeront mes idéaux. Je ne deviens pas uniquement fan du comédien, mais de l'homme, poussant la porte de ceux m'ayant fait grandir. Je me vois dans sa douleur, sa tristesse, poésie d'un passé enrichissant son avenir. Et quelque part, ressens comme ce besoin de le voir enfin dénicher sa perle cinématographique. À cet instant, je me pose la question en or. Pourquoi cette impasse du grand écran? Messieurs, dames, Hollywood nous attend. Bah tu vois, mon pote, il est même pas venu finalement. Ton pote? Mais oui, celui dont je te parlais tout à l'heure, là, qui fait des petites vidéos sur The Walking Dead, le chauve. Il devait m'aider, là. Encore un touriste. On prendra une carafe d'eau, s'il vous plaît. Merci. Une carafe d'eau? Depuis quand tu bois de l'eau? Oh, bah depuis que dans 30 ans, il n'y en aura plus, quoi. Bon, Walking Dead c'est fait, Mob City c'est fait, le Punisher c'est fait, on sait d'où vient Jon Bernthal. Maintenant l'idée c'est de savoir où il va. Et pour voir ça, il faut voir le 7e art et le monde du cinéma. Et donc? Eh ben c'est compliqué. C'est compliqué. Quand je vois le nombre de films dans lesquels il est capable de jouer, le nombre de réalisateurs de talent qu'il a réussi à avoir pour maximum 3 minutes de temps d'antenne, il y a quelque chose que je comprends pas. Est-ce que c'est un manque d'ambition? Est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est peut-être les opportunités qui sont manquantes? Il faut que je découvre ça, il faut que je fasse comprendre aux gens pourquoi il en est arrivé là. Et pour ça, il faut juste que je trouve le film parfait pour pouvoir le démontrer. Bon écoute, il y a 2 clés pour réussir l'analyse de Jon Bernthal. La première des 2, tu dois être détendu. Tu te branles souvent? Oh, ouais, enfin, ça m'arrive. 3, oui, ouais, je me... Combien de fois par semaine? 2, 3, peut-être 4 fois par semaine. Faut augmenter les chiffres. C'est pour les débutants, ces chiffres-là. Regarde, moi, en ce qui me concerne, j'éjacule environ 2 fois par jour. Wow. Un peu, mon neveu. Et pas seulement par envie, non. Je le fais parce que c'est salvateur. Réfléchis. Tu vis avec la pression de ce documentaire tout au long de la journée. Des chiffres, des entretiens, des films, des séries. Ping, 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 bang, bang, bang. Ça doit te détruire les neurones. Ça te met un bordel dans la tronche. À devenir par jour, ce truc, tu vois. Mais ça te fait garder le cap. Ouais, alors tout ça, c'est vraiment passionnant, mais je vois pas trop le rapport avec les discussions d'avant. Le rapport... Ah, j'étais fier de celle-là. Le rapport, c'est qu'avec tout ce monologue que je viens de te faire, le film qui va lancer ton analyse, tu devrais déjà l'avoir, mec. Pense à celui qui t'a fait découvrir Bernthal pour la première fois au cinéma. Et je sais pas, peut-être avec l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Et pourquoi? Bah parce que justement, je pense que c'est l'exemple parfait qui représente toute l'originalité de sa carrière. Bon, écoute. Plus fort.
mustache. I won't touch your mustache. What you got to say? Say hey, hey, hey. What you got to say? Put your hands in the air. Get the hell. Hollywood swinging. Jon Bernthal est un acteur qui a une palette d'émotions, on en a parlé tout à l'heure, a une palette d'émotions et de jeux qui est quand même assez large. Je pense que c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il peut tout faire, mais il peut faire beaucoup de choses. Je pense que c'est un acteur qui est la preuve, parce qu'il essaye en ce moment dans les films de sortir un petit peu de ces sentiers-là et de jouer des personnages très différents. Et il y arrive très bien. Moi, je trouve que c'est un acteur assez sous-estimé. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi dans on va dire, dans les idées reçues, cette fameuse idée qui consiste à dire telle personne vient d'une série télé, on va peut-être pas non plus trop le mettre au cinéma. Jon Bernthal, c'est un acteur de série et il représente la preuve que quand tu viens du monde de la série, c'est difficile d'accéder au monde du cinéma. Il y arrive, mais tu sens que pour l'instant, on lui a pas encore ouvert la grande porte. J'ai l'impression que cette idée reçue, elle est toujours un peu d'actualité. C'est toujours un peu compliqué de mettre en valeur quelqu'un, si talentueux soit-il, comme premier rôle. Il se met dans une catégorie, dans un type de personnage très costaud, très animaux, très puissant, et qui ne saisit pas, j'imagine bien qu'il a des propositions, mais qui ne saisit pas forcément les opportunités pour prendre des rôles qui seraient à contre-pied et qui lui permettraient d'élargir encore la façon qu'on a de le percevoir. Tu sens qu'il se lâche, mais comme on lui a pas encore donné le grand rôle, et que les grands rôles qu'on lui donne sont des rôles qui lui collent suffisamment à la peau par rapport à sa manière de transparaître, je pense que c'est pour ça qu'on le catalogue encore dans des rôles violents. Je suis son fil Twitter, et je vois les choses qu'il poste et tout ça, c'est du militaire, des photos de Monclébard, de la casquette de baseballeur. Le mec, il est vraiment, il dégage un truc qui est assez monolithique. Et voilà, et à ce titre, il doit se régaler, se complaire dans des rôles, là encore, qui sont un peu à son image, etc. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est pas trop tôt pour qu'il ait un rôle d'envergure. Il a prouvé quand même qu'il savait faire des choses, qu'il savait jouer, qu'il était bon et qu'il était apprécié. Alors tu vas me dire, il y a des acteurs de Walking Dead qui se retrouvent dans des films. Oui, mais lui aussi, il fait des films. Maintenant, un rôle principal, moi je pense qu'il le mériterait largement. En tout cas, il en est largement capable. Mais c'est vrai qu'on se dit, on a un peu l'impression que, bon, on prend une tête connue des gens, du public, mais on va pas trop le mettre parce qu'il n'a pas encore la carte. Dans quel foutu paquet de cartes pourrons-nous un jour trouver Jon Bernthal? À 44 ans, l'animal s'efface une fois que les lumières du cinéma s'allument. Choix de carrière à revoir, difficulté du petit écran, étiquette violente, trop dure à combattre, on se pose tous, aujourd'hui, ce genre de casse-tête. Car si je vous demandais le point commun entre Roman Polanski, Edgar Wright, Oliver Stone, Denis Villeneuve, Steve McQueen ou encore le grand Martin Scorsese, eh bien la réponse est simple. Jon Bernthal, synonyme de première curiosité, ses rôles sont souvent relégués au second plan d'œuvres titanesques, accentuant cette marque d'homme de l'ombre, jouant pour des légendes. Et quand je dis secondaire, je pense que certains cinéastes en profitent même pour boucler son job en moins de 30 secondes. Dans le cas des veuves, par exemple, je vous propose, attention spoiler, l'intégralité de ces scènes dans le film. Tout est là, hein, et se résume aux 5 premières minutes. Je préfère vous le dire tout de suite, si vous souhaitez aller aux toilettes ou même cligner des yeux, c'est pas le moment. Vous risqueriez de le louper. You should eat something. Does that hurt? Whoop. Whoop, whoop. You need to do something with makeup. Makes me feel bad to look at that. That makes me feel bad too. Come here, I love you. Let's get the other barrel. We'll fix him at home. Let's go! Hang in there, man. Hang in there. Come on. 48 secondes. Bernthal, pourtant sur l'affiche du film, n'intervient que 48
secondes. Vous me direz, le but premier des veuves n'est-il pas précisément de voir leur mari mourir très tôt? Objectif principal du scénario et... vous avez raison. Mais 48 secondes, soit autant de temps de jeu que Mitroglou avec l'Olympique de Marseille, c'est quand même limite. Alors certes, dans la plupart de ses prestations, comme le confirme le Loup de Wall Street, il parvient à marquer le spectateur, jonglant entre comique des premiers temps et gueule cassée pleine d'autodérision. Tu chopes tes chattes avec ça ou quoi? Ouais, bien sûr. Ah, ramène tes petites copines par ici la prochaine fois, hein, qu'elles puissent mater. Maman, on bouffe là ou quoi? Maman! Dans le Loup de Wall Street, où avec l'espèce d'autre idiot avec sa bagnole là, qui l'entube je sais plus combien de milliers de dollars et qui lui fait un sketch en bagnole et l'autre il fait mais ferme-la, mais ferme-la, et qui devient juste mais qui pète un boulard de malade. Tu la prends et tu l'enfonces profond dans la chatte de ta Slovénia, qu'est-ce que c'est clair? Ma femme, espèce de fumier, je vais te défoncer la gueule, sale merde! En fait, je me gendarme souvent, mais c'est hyper proche de moi, ce type de pétage de plomb, où vraiment le mec, tu te vois lui dévorer le nez avec les dents. Ses courtes prestations lui permettent une chose, varier son style, prise de risque rarement tentée auparavant. Pour Powell, le rôle phare du comédien pourrait d'ailleurs vous étonner. Celui que j'ai préféré faire, ce sera sur un film qui est pas très connu et qui a pas énormément marché, mais moi que j'ai vraiment adoré. Me, Earl and the Dying Girl. Une histoire délicieuse, mais véritablement délicieuse, de deux jeunes gens qui sont passionnés de cinéma et qui entreprennent de s'inspirer de grands films et notamment de Kinski pour faire des films à l'école. Et puis il y a un prof de philo tatoué dans le cou, sur les bras, avec des bracelets de force, et c'est John Berntal. Jeunes gens, qu'est-ce que vous devez toujours vous dire? Respectez-la! Ah, voilà exactement ce que j'aime entendre! Qui passe son temps à les secouer, tu sais, à leur remonter le moral, à leur dire suivez votre passion, suivez votre voie, les gars. Et étant personnellement passionné de philosophie, étant enfin, j'ai des enfants qui ont pratiquement l'âge d'être, d'ailleurs, qui sont en terminale. Et voilà, interpréter cette façon qu'il a choisi de jouer le prof de philo, un peu physique, un peu brutal. Fact. Ceci est, voilà, il explique Platon, Socrate, le banquet avec This is fact. Et j'ai trouvé ça vraiment charmant. Et je l'ai écrit en plus. C'est moi qui l'ai adapté ce film-là. Là, ce point de vue un peu audacieux, moi je trouve, de présenter un prof de philo, hipster jusqu'au bout des talons, quoi. Il est coiffé comme toi, avec la beubare, avec les trucs comme ça. Et c'est créatif, c'est un peu audacieux, non, c'est vraiment audacieux, c'est pas mal. Chacune de ces apparitions captive, et de Sicario à Wine River reste dans la mémoire du public. Appelé par Edgar Wright, à rien que ça, comment mieux mettre en image cette idée qu'avec Baby Driver, où 10 minutes de caméra, mêlées à une mise en scène et une écriture maîtrisée, enchantent le 7e art. Une introduction à la hauteur d'un lancer de lunettes des plus saillants. À l'exception de quelques métrages, pourquoi si peu d'envergure? Grand acteur pour petit rôle, que lui manque-t-il pour devenir ce cadre cinématographique qu'un grand film mériterait d'avoir? Ma foi, il semblerait que la réponse comprenne nos 3 mots du jour. Passion, loyauté et dévotion. La compréhension d'une carrière passe parfois autour d'une réflexion sur le métier de comédien. Plutôt briller dans de grandes œuvres par un rôle mineur ou accepter le moindre scénario, aussi médiocre soit-il, pour un temps d'antenne plus conséquent. Plutôt rester fidèle à son idéal ou poursuivre dans la lignée d'un Gerald Butler, Sam Worthington ou même Bruce Willis, enchaînant les nanars après multiples coups d'éclat. La réponse est dans la question. Si Berntal s'éclate dans l'Intimiste, c'est par amour d'un scénario, d'un cinéaste, d'un enjeu capable de rendre au 7e art tout l'amour qu'il lui porte. Commencer par le Loup de Wall Street n'est pas un hasard. Martin Scorsese fut l'une de ses icônes absolues. Jouer pour lui fut un honneur, refusant d'autres prestations afin de s'amuser avec lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ancien partenaire de Rick Grimes est un homme à cheval sur les propositions qu'on lui offre. Raison pour laquelle il hésitait à rejoindre le Punisher. Parfaitement en accord avec une carrière de l'ombre, seul compte ce qu'il pourra offrir à une expérience filmique. Il s'étonne d'ailleurs d'avoir cette chance, lui qui, comme beaucoup d'autres, dut se battre pour survivre dans les rues de New York et Los Angeles. I didn't know what the fuck to do with myself. I didn't know who I was. I didn't know if I could act. I didn't know if, unless I was the guy sort of bleeding out and being the craziest. I mean, you can ask Kerrigan. I mean, I was the guy, man. The biggest gift you can hope for in this world, I don't mean to be, preachy, man, but
I think is peace, man. If you can find some peace of mind. I got nothing left to prove to anybody anymore, man. I have real peace. I'm in love with my wife. I'm in love with my kids. I'm in love with my career, and I get the best friends in the world. That's life, man. That's growing up. It's like you start to get something new in. You don't know what the fuck it is, but you don't run from that. You run towards it. And I think it's weakness and cowardice to run back to what's familiar to you all the time. And I think especially if you're going to be an artist, you got to run to what scares you. You got to run to what you don't do well. Else you're just doing the same shit over and over again. And fuck you, man. Like, you got this opportunity. You got this opportunity to be a professional fucking artist. Like, challenge yourself, grow. Un autre exemple argumente cette pensée. Wine River. Très peu médiatisé, le long métrage de Taylor Sheridan représente néanmoins les 3 visages de sa carrière. S'il accepte le rôle, c'est parce qu'il parvient à donner une âme, même pour une poignée de secondes, à une œuvre bouleversante. À la fois dure, sombre et poétique, on retrouve les traits de caractère du comédien, mais aussi de sa vision du milieu. What the Navy does at Christmas time is they have these dumb little skits in the mess hall, you know, for the guys without families, and I wasn't gonna stick around for that bullshit, so I got my truck and I hightailed it out of there and I wound up in this little mountain town called Ojai. Son tournage ne dure qu'une journée, mais pour lui peu importe. Le scénariste et réalisateur, ayant déjà écrit sur Sicario, lui propose travail de confiance. Il l'appelle personnellement pour lui expliquer la scène, souhaitant autant jouer avec Berntal que Berntal avec lui. Tout comme Franck Darabont, il place sa confiance envers des artistes capables de le transcender, sans pour autant oublier de vivre, humilité que l'on pourrait également basculer à sa vie personnelle. Car l'autre raison poussant Berntal vers ce genre de rôle, c'est sa loyauté familiale. Passant des semaines sur les plateaux de tournage, parfois des mois, son objectif, chaque matin, reste de pouvoir embrasser femme et enfants du côté des côtes californiennes. Comme il le dira dans une série d'interviews, s'il doit être loin de ses proches, s'il doit se lever tous les jours sans sa famille, il souhaite que celle-ci puisse être fière de son absence. De courtes prestations le rapprochent donc plus vite des siens. Ce qui compte, c'est de ne pas s'oublier humainement sur la route, rester honnête envers des auteurs qu'il admire et, après de multiples épreuves, ne jamais délaisser sa tribu. En creux, ça signifie que c'est un gars qui n'a pas oublié de vivre et qui n'a pas orienté sa vie exclusivement sur réussir, devenir, être, et qui sont des chemins de vie qu'empruntent certains comédiens, mais qui naturellement les isolent. Parce que si tu ne penses qu'à toi et si tu ne penses qu'à faire carrière, toi, personnellement, pour peu que ça marche, tu deviens grand, immense, totalement au-dessus du lot et donc excessivement seul. Et c'est dramatique. Il n'est donc pas question d'un homme que le cinéma laisse de côté, mais de choix intimes. Maintenant, rassurez-vous, il arrive parfois que par un fantastique alignement des planètes, grande prestation rime avec grand rôle. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Merci de vérifier vos ceintures de sécurité. Attention à la fermeture du volet. Vous êtes maintenant à bord du Fury. Best job I ever had. Yeah. Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña, Scott Eastwood, Jason Isaacs ou encore Logan Lerman. Difficile de faire mieux. Oui, la Seconde Guerre mondiale sera premier terrain de jeu de 3 films que nous analyserons pour comprendre l'aura Jon Bernthal. Appelé par David Ayer peu de temps après The Walking Dead, c'est un scénario atypique qui parle à l'enfant de DC. Loin du film de guerre dévoilant les Américains comme héros victorieux, il aime l'ambition de se focaliser sur leurs peurs, leurs pertes, se battant tous les jours non pas pour un pays, mais pour leurs frères d'armes. I think in typical kind of war movies, there's sort of the story, there's sort of the journey and then the victory at the end. And you know, this movie isn't like this. I feel like that, you know, this is a very, very narrow, honest look at this one tank units. These guys are truly, for better or for worse, you know, completely and utterly connected. C'est le propos même du film. En territoire allemand, Fury ne dresse en aucun cas portrait de propagande, mais bien esprit de famille. Il n'y est pas question de héros et d'antagonistes, mais d'êtres humains effrayés, perdus de part et d'autre du champ de bataille. Sur le tournage, Ayer se veut très minutieux. Les 5 acteurs se retrouvent ensemble à bord d'un M4 Sherman pendant toute une semaine. Leur corps se voit pousser dans leur dernier retranchement, entraînés par des marines afin de s'approprier le vécu des vétérans de guerre. Au-delà de ces difficultés, Bernthal y voit épreuve essentielle. Les accords, désaccords, forces et faiblesses de chacun deviennent fondement de la réussite du film. Ce sont ces moments qui les font ressembler à une équipe. It's very much a family inside this tank. I don't know, you know, we're making a movie. We didn't go to war, but I feel real love for all the people. I mean, all the people on this crew, everyone associated with this thing, but you know, especially the guys in the Fury. You know, like I really
you know, I really do feel like we've touched upon a little bit of that brotherhood, and you know, I'll love them forever, and they'll always be a part of my life now. C'est à ces conditions que plusieurs scènes, comme le discours magistral de 4 hommes pendant un repas, deviennent hors normes. Pendant que le réalisateur contraste les dérives d'une guerre dépassant ses personnages, Bernthal assume le rôle de grand frère agressif d'une famille déchirée, dont les regards symbolisent l'horreur de celle-ci. Bourru, mais d'une subtilité faisant le charme de son jeu, le voilà devenu indispensable pour eux, comme pour nous. I got him! Ella! Fuck! Who you think you are, huh? Jesus Christ! Roll! You don't raise her up, Norman? Get your ass back on the fucking tank. What the fuck is wrong with you? What you doing, huh? What the fuck is wrong? Are you gonna get mad? Do you anything? Get it! Ass, come on! Come on! Fuck it! Fuck it! It's Cold War! Un village détruit, une innocence perdue, une musicalité prenant aux tripes et un homme, Jon Bernthal, offrant soutien à Norman contre toute attente. Les cris, les larmes, la bête dévoilant son cœur au spectateur, toute l'émotion d'une œuvre grandiose pourrait presque tenir au sein de cette séquence, tout comme le talent phare d'un acteur aux multiples facettes, ajoutant pour la première fois émotion à la palette de son personnage. À l'instar du Punisher, il n'est pas non plus question de camper un rôle uniquement pour lui, mais bien de retranscrire une émotion. Fury se dévoile comme écriture de son respect pour les vétérans de guerre, récit restant l'un des plus forts qu'il eut l'occasion de jouer. Pas de hasard, uniquement des rencontres, ses choix le ramènent à son propre héritage. C'est aussi là que, se liant d'amitié avec Shia LaBeouf, aka Monsieur je m'arrache une dent pour vivre mon personnage, une part de son avenir filmique prend place. Proche de l'ancien disciple de Steven Spielberg, il jouera 5 ans plus tard dans son Peanut Butter Falcon. Rôle plus que minimaliste mais symbolique, il est le frère disparu de LaBeouf, le guidant par son absence. Encore une fois, la dévotion est de mise. On a un peu cette fâcheuse tendance à toujours tout le temps dire « Regardez, le monde d'Hollywood, c'est des requins, c'est des monstres ». C'est un peu cette espèce d'image qu'on a à chaque fois. C'est le monde du rêve, mais en fait, regardez, si on regarde derrière, c'est horrible. Le fait qu'il y ait quand même encore bon, lui, parce que j'ai pas d'autres exemples, mais lui qui va finalement être ultra fidèle, ultra loyal envers des acteurs, envers des scénaristes, envers des... Tu te dis c'est cool, c'est classe, ça prouve quand même que le monde du cinéma, le monde artistique n'est pas composé de 99% de requins et que tu as quand même encore des personnes qui sont intègres envers eux-mêmes. Et je pense que peut-être que ça joue sur son jeu. Et quand Bernthal travaille avec quelqu'un, vous pouvez être sûr que sa loyauté sera constante. His old man's royalty, bro. Fucking OGMA. Word already came down from the beast. SA's kicking it off with the Toads, bro. I'm fucking going with them. Fucking live for this shit. Nouveau décor, nouvelle ambiance, même introspection. Si vous avez l'œil connaisseur de la petite lucarne, vous ne passerez pas à côté d'un Jamie Lannister méconnaissable. Dans Shot Caller de Rick Roman Vogue, Nikolai Coster-Waldau se retrouve pris au jeu d'un univers carcéral, le tout entouré d'un Bernthal tatoué à la Scofield. Certes pas le plus connu de ses longs métrages, mais fresque poignante d'une vie basculant dans le chaos. Chaos n'arrivant, comme toujours avec l'acteur, jamais de nulle part. Direction ma DeLorean et retour en 2013, deuxième sacre de LeBron James en NBA. Non, ça n'a rien à voir du tout, mais c'est toujours sympa de le préciser. 2013, un an après la mort de Shane Walsh. Aux confins de la Louisiane, Bernthal campe les traits de Daniel James dans Infiltré, du même réalisateur. Donnant la réplique à un Dwayne Johnson troquant ses ceintures de catch contre un camion de livraison, Bernthal et Vogue sympathisent immédiatement. Mieux, l'acteur adopte sa vision du cinéma, qu'il qualifie de soldat de l'authenticité. C'est pourquoi, après un exercice divertissant, entre amour d'un père et deal de drogue, la relation entre le cinéaste et l'acteur ne tarde pas à évoluer. Gardant le contact pendant leurs projets respectifs, Bernthal se voit immédiatement enrôlé dans Shot Caller 4 ans plus tard. Suivant les pas de Jacob Harlon, père de famille contraint de basculer dans le monde des gangsters, le voyage se veut plus important que la destination des personnages, comme souvent dans les récits de l'auteur. Ici, Bernthal incarne Shotgun, résident d'une prison ayant lui aussi sa part de faiblesse et de poésie. I deliver, she comes home. I want your word. Yeah. I want your word, man. I said, yeah. You have my word. Look, man, she's my life, okay?
On remarque d'ailleurs notion temporelle pertinente dans la façon de raconter cette histoire. À la fois en et en dehors de la prison, son rôle bascule au fil du récit, à tel point qu'il campe presque deux personnalités différentes. Violence d'un tolard et poésie d'une trahison une fois sorti de cellule, marque d'une nuance romantique. Ça vous rappelle quelque chose? Plus ou moins l'ensemble de ses œuvres, c'est normal, du Berntal dans le texte. Aubaine pour ses fans, mais campé sur des thématiques déjà bien connues dans sa carrière. Alors me direz-vous, pourquoi parler de ce thriller? Par loyauté, tout simplement. En tant qu'acteur, il pourrait se contenter de grosses productions hollywoodiennes, loin de ses paysages intimistes. Mais Berntal n'est pas n'importe quel acteur hollywoodien. Il use de l'énergie de ses proches pour choisir ses rôles avec intérêt, ne laissant rien au hasard. Ces rencontres forgent sa reconnaissance du milieu, le rendant d'autant plus attachant. Jusqu'ici, tout en gardant sa ligne directrice, privilégier qualité filmique et moments avec sa famille, il tente de se diversifier tout en gardant prestance naturelle, variant les rôles au rythme de sa violence. À tel point que si l'on observe sa carrière, seul incarner une icône de biopic manque encore à son palmarès. Et ça, c'était avant Monsieur Lee Iacocca. Enzo Ferrari restera dans l'histoire comme le plus grand constructeur de voitures de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a construit le plus de voitures? Pas du tout. À cause de ce que ces voitures représentent. La victoire. C'est une composition tout à fait crédible. Moi je trouve. Ce gars historique, hein, qui a juste véritablement existé, dont il s'est véritablement inspiré dans sa gestuelle et tout ça. Il amène un personnage puissant, qui a de l'argent, qui est ceci, qui est cela, qui va décider de l'avenir du film et tout ça. Puis il se retrouve, suite à cette entrevue avec Enzo Ferrari, tenu de dire ses 4 vérités à son patron. Et donc où il joue les deux phases quoi, de l'autorité, soit celui qui en a sur l'histoire, soit celui qui au bout d'un moment est un petit peu péteux et a du mal à annoncer la mauvaise nouvelle à son patron. Et c'est les deux facettes qui sont assez intéressantes, parce qu'à chaque fois il reste exactement lui-même, exactement fort, très stable et très cohérent sans se perdre, sans s'égarer. Tel Christian Bale affolant les compteurs de sa Ford, cette ultime analyse a des odeurs d'asphalte. Ce genre d'odeur qui te marque, grandissant avec la carrière d'un comédien jusqu'à le voir enfin tutoyer les sommets. Avec Le Mans 66, je me souviens quitter la salle avec un sourire de 16 mètres, comme si une partie de moi avait enfin gagné ce que je vantais depuis toujours. Quand je sors de ce récit signé James Mangold, je me sens comme libéré, fier. Fier de voir enfin Berntal, de façon très égoïste, crever l'écran d'un rôle en salle obscure. Et cette fois pendant plus de 10 minutes. Alors certes, il fut rejeton de Robert De Niro dans Match Retour, frère de Ben Affleck dans Mr. Wolf, et même gérant d'hôtel dans un de ses grands rôles, Sweet Virginia, montrant sa gueule à l'audience de façon crédible et régulière. Mais dans l'esprit de ce long métrage, il y a quelque chose de plus fort. Par la précision dont il fait preuve, sous les traits d'un haut dirigeant de chez Ford, Le Mans 66 est une réelle prise de risque. Œuvre à travers laquelle Berntal savoure le moindre dialogue, conquête d'un nouveau style entre biopic, drame et comédie. C'est également une belle histoire au cœur du vécu de l'acteur. Annoncé sur les rails dès mai 2018, il rêve d'une association avec le réalisateur James Mangold, à qui l'on doit notamment Logan. Casté aux côtés de Matt Damon et Christian Bale, il voit en Le Mans 66 non pas un film, mais une vision historique. Mr. Mangold's a director that I have the utmost respect for, somebody who I've tried to work with in the past, and I will continue to. The through line of the script and where it goes, it's sort of a beautiful story, and as I was saying before, you know, the themes of friendship and ingenuity and ideas and being bold and being caught between your job and what people around you expect versus what you know in your heart. I mean, this is sort of like, you know, I mean, it's sort of epic, kind of, you know, timeless themes, and it's all over this. But the script is really funny. It's extremely human. Que l'on parle d'une mise en scène léchée, basée sur la dureté des courses et l'amour de ses pilotes, du professionnalisme de son équipe ou de l'envie d'un voyage réaliste, il tombe amoureux d'un script qu'il trouve drôle, humain et le rapprochant de ses valeurs. C'est une des grandes notions du long métrage. Célébrer le pouvoir de l'intégrité, de l'honneur et de l'amitié se regroupant autour d'un rêve.
Les 24 heures du Mans. Au-delà de cette interprétation, à l'image d'une œuvre fidèle prenant quelques virages historiques, ce rôle se veut également personnel pour le comédien. Enfant, il grandit en voyant l'homme d'affaires à la télévision, dans des livres, rêvant automobile depuis tout jeune. Cette nostalgie devient aussitôt challenge. Incarner ce titan de l'industrie est l'essence même de ce que l'art peut apporter. Et bien loin de l'asphalte, il retrouve beaucoup de son père en lui. Fils d'immigrant travaillant comme col bleu dans une immense entreprise, n'ayant pas forcément le respect lui étendu. À l'époque des années Ford, en 1966, Iacocca lui aussi est un jeune premier issu de l'immigration, tout comme son père. Ambitieux et travailleur. Ce rôle prend alors d'emblée double signification. Endosser la responsabilité d'un biopic et demeurer fidèle à son vécu le plus intime, gardant pensée émue pour son père. À cette occasion, il rencontre de nombreuses personnes ayant côtoyé Iacocca, souhaitant apporter du réalisme à son jeu, tout en gardant liberté d'interprétation. D'après lui, Lee adopte une pensée des affaires proche de la sienne dans l'art. Mettre en avant, soutenir et dévoiler des talents inimaginables. Go on. He said you're not Henry Ford. You're Henry Ford II. Inscrivant un peu plus une carrière détonnante dans les livres d'histoire, ces décennies derrière la caméra le virent voyou. Père, businessman, boxeur, hôtelier ou même militaire. Ensemble de casquettes se comprenant en un mot. Passion. Alors si vous questionnez encore cette impasse du grand écran, sachez que la vérité est ailleurs. Jon Bernthal est et restera toujours un homme choisissant avec minutie la moindre de ses performances, ayant compris l'impact d'un univers qu'il fut capable de dompter selon sa vision du monde. Qui sait, maintenant, jusqu'où ce chemin finira par le mener. Dans 10 ans, soit il a eu le rôle de sa vie parce que les personnes pour qui il a bossé lui ont donné. Si justement il a cette exigence de regard sur les rôles qu'on va lui proposer, sur les histoires qu'on va lui proposer, il y a un moment donné où il y a le bon réalisateur, la bonne histoire et donc le bon acteur qui vont se rencontrer. Moi je le vois bien devenir réalisateur en fait. Ouais. Je crois qu'il a un très grand sens de l'équipe. Il me fait pas du tout, à titre personnel, d'être un gars auto-centré qui a comme projet de construire sa vie comme une vie de vedette, fer de lance et puis rien d'autre n'existe. Je pense pas qu'il soit dans ce type de calcul-là. Je le vois très très bien devenir réalisateur. Moi je pense qu'il fait partie de ces acteurs qui ont des gueules, qui ont des capacités à jouer, qui ont une prestance, qui ont un vrai charisme. Donc il a ses capacités, il a des choses à faire. Quand tu es comédien, ton but, c'est de jouer des rôles. Et t'as pas envie de jouer tout le temps le même rôle. On a suffisamment à faire avec nous-mêmes dans la vraie vie. Maintenant, effectivement, il y a un risque que dans l'esprit, en tout cas du public et de ses employeurs, donc les réalisateurs, les scénaristes, tous les gens qui vont miser sur lui, il y a effectivement un risque d'enfermement. Mais c'est un peu la rançon, on va dire, de tout succès que peut avoir un artiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un succès dans un film, on a tendance à te cantonner à ce type de personnage, à ce type de film, parce que tu as été incroyable dans ce rôle-là. Dans ce qu'il fait, il y a un vrai point de vue, il y a une vraie manière d'aborder le jeu qui mériterait d'être encore plus développé avec plein d'autres personnages. Je le vois assez bien devenir réalisateur. Il manque jamais de valoriser les équipes avec lesquelles il se trouve, de mettre des messages pour soutenir des causes. Il y a 2-3 groupes de gonzes et de vétérans qui soutiennent et tout ça. Je crois que c'est un gars qui a des choses à dire. Moi, je rêverais d'une chose, c'est de le voir dans un Tarantino. Tu vois, si pour son 10e et prétendu dernier film, Tarantino cherche un rôle, il peut aller voir du côté de Bernthal, parce qu'en plus, ça correspond vraiment, en plus, tu vois, ce côté à la fois violent, avec des tas d'émotions, avec des personnages très marqués. Moi, je dirais pas non. Hein. Avant même de savoir le scénario, le titre du film ou quoi, moi, je signe de suite. Je vais le voir. Non, il ne suffit pas de ressembler à Jon Bernthal pour faire du Jon Bernthal. Je ne saurais vous dire si c'est la violente tendresse de ces personnages ou cette étrange sensation de me découvrir par un homme dont j'ignore tout qui me marquera à jamais. Mais une chose est sûre, tout comme Chris Pratt, il y eut un avant
et un après ce genre de rencontre. Peut-être car j'ai face à moi homme partageant ma vision de l'art, du monde, vivant la moindre minute de son existence comme si c'était la dernière. Peut-être pour mon affection inconsidérée pour les outsiders, second couteau brillant dont personne ne parle, mais devenant partie intégrante de ma vie. Mais une chose est sûre, peu importe la destination, je suis fier de voyager avec lui. Peu importe l'enjeu, je serai toujours à ses côtés. Et peu importe son rôle, tout ne sera finalement que passion. Vous l'aurez vu ici en premier, entre chronique d'une carrière audacieuse et profonde reconnaissance du milieu, je suis convaincu que le meilleur est à venir, pour lui comme pour moi. Et c'est pour toutes ces raisons que quand je serai grand, je serai Jon Bernthal. Alors comme ça tu veux faire une offre? On t'écoute mec, mais j'espère que t'as la cam, sinon je te défonce la gueule. Attends, tu fais quoi là? On n'était pas là pour négocier. On négocie plus mon cœur, donne-moi la cam et maintenant. Ah ouais, tu crois que ça va se passer comme ça? T'auras rien, ni cam ni territoire, toi et ta petite bande d'enculés, t'as bien compris? Répète. Tu veux danser, c'est ça? Tu veux danser? Ok. Comment il fait déjà John? Ah ouais. Ah, c'est caviar. Ah, croisière, carnaval. Oh, putain. Oh, c'est caviar. Oh. Oh non, pour lui. Salut John. Ouais, ça va? Non, je suis débordé là. J'ai pas une minute pour moi, c'est terrible. Terrible. Ouais. C'était pour... Un troisième documentaire, déjà? Mais tu sais, là, je sors d'un gros cassoulet, là, je sors un gros truc avec Jon Bernthal, quand même, j'ai envie de me poser un peu, quoi. Ouais. Mais par curiosité, t'as un nom déjà à me donner, un acteur ou quelque chose? Redis-moi. Ouais. Ah, faudra changer le titre. Ah ouais, on va encore avoir des problèmes. Je te rappelle, c'est ça, je te rappelle. Foutre dans la merde encore, moi là. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go
take your hand and walk away. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived.